Soldat, bonjour mon général. Ça va, tout se passe bien? Oui, j'étais en train d'écrire une lettre à ma femme. Souhaitez-vous l'écouter? Bien sûr, avec plaisir. Ma chère Anna, tu devrais nous voir dans nos tranchées. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent, rien du tout. Nous nous asseyons par terre, sur la paille. Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la trace. On s'y est habitué. On rince, on boit et on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet, à l'intérieur, a l'air d'une caisse de charbon. Et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Nous ne pouvons nous laver que tous les 2 jours. Voilà. Très bien, mais tu devrais expliquer un peu plus la difficulté de la guerre. Saisis-toi de ta plume. Tu devrais voir nos latrines. Elles sont à mourir de rire. Un simple tronc de bouleau où l'on est aligné derrière contre derrière, ce qui offre au chemin principal une belle vue. C'est bon, la pointe? Ouais. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Point. Si tu veux en savoir davantage, tu n'as qu'à m'en demander des détails. Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. 2 points. Assieds-toi donc par terre. Et pose sur ta cuisse un livre où tu peux écrire dessus. Et mets entre tes 2 genoux une bouteille avec une faible lumière. Point final. Est-ce pas mieux ainsi? Si. Merci mon général, pas de toi. Le 28 décembre 1914. Ma bien chère Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des Brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins difficile. 4 jours aux tranchées, 4 jours en réserve. Mais nos 4 jours de tranchées ont été bien pénibles à cause du froid et il a gelé dur. Mais tu sais, les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le lendemain de Noël, non, le jour de Noël, le jour de Noël, les Allemands nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. Ils sont sortis au nombre de 3 et pour nous parler. C'est moi qui me suis rendue à 3 ou 4 mètres de leur tranchée. C'était le jour de Noël, le jour de fête, et ils nous demandaient qu'on ne tire aucun coup pendant le jour et la nuit. Ils étaient mariés comme moi et en avaient marre de la guerre. Ils voulaient arrêter ils nous échangèrent le Petit Parisien avec un journal allemand. Je leur donnais des cigarettes et des cigares. Je rentrai dans la tranchée où je fus dévalisée par le tabac gauche. D'en face, eux, tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de feu. On put ainsi travailler aux tranchées et aménager les abris. Mais le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël.
L'artillerie leur envoya quelques obus bien placés dans la tranchée. Nous voilà de nouveau au brebis maintenant. Fayot a invité tous ses chefs de section pour reformer le milieu qui a dû nous coûter très cher. J'ai trouvé un lit chez une bonne vieille dame où je me repose sur une marmotte. Prépare de mes amitiés à tous. Fais des caresses aux petites et à toi mes plus gros baisers. Gustave. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde s'étreigne sur mon cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà. Après-demain, dans 3 jours peut-être, les balles vont pleuvoir et qui sait si j'allais ne pas revenir. Si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère, volontairement. Oh, que m'est-il réservé? Pardon, maman. J'aurais dû rester, travailler mon violoncelle pour vous qui avez fait tant de sacrifices, pour petite mère déjà malade. Mon Dieu, pourvu que son désespoir n'ait pas l'alité. Oh, que je suis coupable et que je manque de réflexion. Je vais faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où, comme cycliste, je suis vraiment trop exposée. Si j'étais à la Croix-Rouge, je serais du moins plus sûre de revenir. Ce fut bientôt son tour de son évacuation, mais ce ne fut pas une évacuation très facile. Il fut que moi et mon ami, ma jambe, déplaçons le corps jusqu'à la cave. Dès que ça l'a fait, nous voulions retourner en haut pour aller chercher un soldat qui était resté sur son lit et que les gravats manquaient d'écraser. Mais les gens n'ont pas voulu, car c'était un Allemand. Les fusils ne marchaient plus. Il régnait un silence de mort. Le bombardement commençait et il fallait rester là, à attendre les obus jusqu'au soir 8 heures. C'était affreux. D'autres suppliaient qu'on les achève. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 blessés. Un jour, on y passait la journée, l'autre la nuit. Avec cela, couchés à la belle étoile, nous n'avions rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. À l'ordinaire, on ne touchait pas grand-chose. Et la viande que tu touchais, on te la donnait à 2 heures du matin. Tiens, voilà ton steak. On mangeait du pain sec. Il y a longtemps que nous n'avions plus de provisions de réserve. Hiver 1919, à la 16. Nous sommes dans l'aube des mauvais jours. Il neige, il fait froid. Triste retour de permission. Les permissions, ça ne devrait pas être. Se retremper dans la vie, qui devrait être notre vie. Vie que nous devrions avoir oubliée à jamais. Vie retrouvée quelques heures et qui nous laisse un horrible cauchemar qu'on appelle le cafard. C'est la gaieté qui disparaît, l'énergie retrouve annulée, la vie sans espoir. Vivre pour souffrir, les heures passent mornes, sans laisser voir un jour meilleur, ni proche, ni même lointain. Il fait froid, nous pataugeons dans la neige, pas de feu, pas de table pour écrire, pas de banc, rien, pas même les briques qui nous abritent, ne nous semblent hospitalières.
tas de blé où je me couche et où j'écris ce soir, à la lueur d'une lampe. À 2 heures, tous trois adressent quelques mots à leurs hommes pour les exhorter à marcher droit et vite et à sacrifier leur vie pour l'avenir de la France. Cependant, voyant plus clair que leurs hommes, ils s'aperçoivent avec terreur que malgré toute la précision du tir de notre artillerie, les fils de fer y sont toujours à une distance d'une dizaine de mètres environ. À ce moment, la fusée signal est lancée par le commandant de l'attaque. Aussitôt, des 3 points en question, chacun à sa place, les lieutenants, l'un revolver au poing, l'autre baïonnette au canon, s'élancent hors de la tranchée au cri de « Baïonnette au canon, en avant, à l'assaut, pour la France !» Et l'un d'entre eux étonne la Marseillaise accompagné de ses hommes. Des 3 points, il s'élance en criant et chantant baïonnette en avant au pas de gymnastique vers la tranchée ébauche où ils doivent converger. Chère mère, je te vois les collines des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, des bombardements continuels aident toutes les tranchées qui s'effondrent. C'est épouvantable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. J'ai peur. Nous avons déjà des tués et des blessés, et nous devons encore y rester 2 jours. Je donnerai cher pour être loin d'ici. Enfin, espérons un peu. Adieu, et une foule de baisers de ton fils qui te chérit, Gaston. Je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet différent de celui de la plupart des autres combattants. Je fais partie d'une famille israélite naturalisée française il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir, celui de Français d'abord, celui de nouveau Français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Quand je me suis engagé, à l'âge de 17 ans, j'ai demandé à être artilleur sous les prières de mes parents et sous les conseils de mes amis qui étaient dans l'artillerie. Les adressés de la classe 1918 seront sans doute prochainement envoyés aux tranchées. C'est pourquoi je désire les y devancer. Premier peloton sur le plan. J'ai toujours omis de vous dire que les Boches étaient ivres les 13 et 14 juillet. Leur élan était beau, mais ils se brisaient au bout de notre baïonnette. Comme des fous, ils avançaient sans se rendre compte du danger. Ce n'étaient plus les soldats qui se cachaient lors des premiers jours de la guerre, mais des hommes qui avançaient, offrant à nous tout leur buste. Et ce fut une supériorité écrasante sur eux. Ce fait ne s'est point produit sur le nôtre. Il venait de Metz et ses soldats équipés de neuf avaient de 17 à 20 ans. L'alcool qu'ils avaient absorbé devait renfermer certains produits, car les corps étaient gonflés et noirs comme du charbon après être restés 2 jours sur le terrain.